Il a été mis. Ah, bah écoutez, chez moi, je C'est l'ai un pas. temps de latence. D'accord. Moi, j'ai encore les turboréacteurs. Mais bon, ok. Mhm. Je sais pas si pour les autres, c'est pareil. Non, je vois toujours le premier slide uniquement. Alors, attendez. Tac. C'est pas le bon écran qui est partagé, je pense. Ah, En effet. d'accord. Ok, donc on commence. Oups. Hop. Bonsoir, madame. Là, normalement, ça devrait être bon. Oui, Ouais, ça y est, exactement. on peut Ok, ça y attaquer. est. Ok. Donc, je vais me présenter très rapidement. Je suis Stéphane Hop, co-gérant de TPLM 3D. TPLM 3D, c'est une boîte qui a 17 ans maintenant, qui est active dans tout ce qui est relevé 3D, on va dire géomètre, pour l'industrie. Donc la chimie, le nucléaire, le naval. En gros, dès qu'il y a une usine et de la production, voilà, du procédé notamment. Donc on m'a invité aujourd'hui pour parler du jumeau numérique. Nous, chez TPLM 3D, on va faire une partie du jumeau numérique qui, on va dire, la représentation graphique. Donc c'est ce que vous voyez sur la partie gauche, la représentation 3D. Donc moi, je suis assez actif là-dedans. Par contre, le jumeau numérique tel nous on l'a compris et tel qu'on l'interprète et tel qu'il nous a été expliqué, on va dire, dans l'usine 4.0, ça va vraiment bien au-delà juste de la maquette 3D telle qu'on la voit à gauche. On a toute une partie, on va dire, cette partie, comment dire, intelligence artificielle, maintenance prédictive, qui permet d'être connecté à l'usine, hein. Ça, je pense que je vous apprends rien. C'est le petit picto. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais c'est le petit picto qui est sur le haut. Après, sur la droite, nous, on y a ajouté un autre pôle qui est le contrôle commande, l'intelligence des objets, si on peut dire, ou l'Internet des objets, pardon. Donc, c'est vraiment la relation avec le site, hein, c'est le contrôle commande avec la salle de commande. Et quatrième pilier, enfin tel que moi je le pense, mais je pense qu'il y en a bien plus que ça, c'est tout ce qui est base de données. C'est-à-dire que ça soit une maquette 3D, l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive, et surtout la maintenance prédictive, et l'IoT, ça génère énormément de data. Donc on ne peut pas parler de jumeaux numériques si derrière il n'y a pas vraiment une cavalerie assez importante. Tout ce qui concerne la gestion de ces données, leur pérennité, leur sécurité. On va aborder ce point tout à l'heure. Voilà. Donc le jumeau numérique, c'est un amalgame de tout ça qui va représenter en fait une usine, un procédé, même en manufacture, hein, on a ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais plus parler de ma partie. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je crois que c'est ma partie. Ouais, maquette 3D, exactement. Donc, la maquette 3D, pour nous semble être une brique essentielle, au sens où on peut simuler beaucoup de choses numériquement. Ceux qui connaissent le contrôle commande, bah voilà, on a des grands panels comme ça avec des schémas PID, enfin tout un tas de choses. Par contre, on se rend compte que plus le temps passe, plus les gens ont besoin d'une représentation 3D généralement, parce que l'industrie est quand même assez friande de 3D. Et c'est pour ça qu'on est encore là au bout de 17 ans et qu'on travaille pas mal, de fournir en fait une espèce de base pour ce jumeau numérique qui est la maquette 3D. Donc à l'écran, là, vous voyez différents objets, hein, c'est des objets industriels, on a des équipements, hein, on voit les choses en vert ici, on a des lignes de tuyauterie, des appareils un petit peu plus fins comme cette clarinette ici qu'on voit en bleu, des appareils sous pression en gris, de la robinetterie, et toutes ces choses-là peuvent être en fait bardées de capteurs. La maquette 3D, elle est intéressante au sens où on peut créer des bases de données, c'est des choses qui existent déjà. Créer des bases de données où, quand vous cliquez sur votre représentation 3D, comme si vous y étiez, j'allais dire, vous avez accès aux différents capteurs et à toute l'information, après c'est de la gestion de base de données, à toute l'information qui est reliée à cet aspect graphique. Donc pour
des gens qui sont plus dans la maintenance, c'est-à-dire qui ne sont pas trop dans les procédés, mais qui sont vraiment en contact avec les machines, avec les vannes, avec les brides, voilà, vraiment sur le terrain. Ce genre de choses est vraiment très parlant. Voilà. Tous ces objets que vous voyez, voilà, j'ai mis différentes couleurs. En fait, si on pouvait zoomer un petit peu, on verrait qu'il y a des petits textes en fait en bas, des petits tags, des petits ID. En fait, c'est déjà issu d'une base de données. C'est-à-dire que si je prends l'équipement sous pression qui est là, hein, celui en bas, le gris au milieu, on voit une petite étiquette rouge. Et en dessous, vous voyez, alors évidemment, ça, on ne peut pas le lire ici, mais quelques informations avec des espèces d'hyperliens qui, quand on va cliquer dessus, vont donner par exemple tous les capteurs, donc l'instrumentation qui est dessus, la pression en temps réel, enfin j'en sais rien moi ce qu'il y a dans ce réservoir, enfin tout ce qu'on peut mesurer habituellement, c'est-à-dire pression, température, du pH, la vitesse de rotation d'un agitateur s'il y en a un dedans, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un troisième slide ou pas, vous allez me dire. Ouais, visiblement oui. OK. Donc ça, c'est un exemple d'une usine, enfin une partie d'usine qui a été relevée en 3D. Le but de ces relevés était double. C'était d'une part d'identifier tous les équipements, de manière assez intelligente, hein, avec leur nom, leur classification, j'allais dire au sein de l'usine et leur utilité. Et d'autre part, le client ici avait déjà une démarche de commencer à créer un clone numérique. Donc on lui a fourni cette maquette 3D d'après un cahier des charges assez, j'allais dire assez strict, hein. On voit différentes couleurs suivant les corps de métier, des choses, on va dire, assez fournies. Maintenant, on ne va pas rentrer dans cette maquette-là. Maintenant, néanmoins, chaque équipement ici avait déjà son tag, et j'allais dire tous les plugs, si on peut appeler ça comme ça, pour des futures bases de données, pour venir, voilà, quand les instrumentistes vont venir travailler sur ces équipements, eh ben, ils vont enrichir la base de données pour, normalement, à terme, en faire un jumeau numérique, tout simplement. Voilà, j'ai écoulé à peu près ma dizaine de minutes. Allez, on va finir. Effectivement, je suis désolé, hein, j'ai plus tout à fait en tête ce que j'avais écrit il y a 2-3 jours. Des exemples d'utilisation des maquettes 3D, au-delà du jumeau numérique. Donc si on sort un petit peu du jumeau numérique, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc ça, je pense que vous en avez entendu parler dans tout ce qui est usine 4.0. C'est quelque chose, c'est une des briques, on va dire, de l'usine 4.0, la RV et la RA. La formation des intervenants, c'est quelque chose qui marche bien aussi. C'est le jumeau numérique, la maquette, si vous voulez, va servir en fait à se projeter pour les primo-intervenants, pour les services formation. Les gens en fait vont d'abord s'immerger avant d'aller sur le site qui présente quand même certains dangers. On est quand même dans un milieu industriel. Voilà. Sensibilisation sécurité, ce que je disais. 4e point, c'est les bonnes pratiques. C'est sur certaines des maquettes, notamment dans le nucléaire, les gens en fait vont s'entraîner via la réalité virtuelle à faire les gestes. Pourquoi? Parce que c'est des milieux dosants, donc ils ont X minutes pour aller ouvrir une vanne, manœuvrer un clapet, faire une lecture sur un capteur, peu importe lequel. Et grâce aux maquettes et aux clones numériques, donc aux jumeaux numériques, en fait, ils vont s'immerger dedans et ils vont pratiquer jusqu'à être dans le bon timing qui va leur permettre de rester dans les limites de dose qui sont prévues pour ce genre de travaux. Et donc, ça rejoint le dernier 5e point, la simulation de l'intervention. C'est voilà, quand on a des choses avec des enjeux assez forts, avec des temps courts, le fait de s'être entraîné, de s'être immergé dans un jumeau numérique, ça permet d'aller au nominal. C'est-à-dire qu'on devrait avoir beaucoup moins de surprises une fois qu'on est sur place. Voilà, et là je crois que j'en ai terminé pour ma petite partie. Toujours pas, décidément. Waouh, j'ai été prolixe. Effectivement, donc aide à la maintenance. Donc là maintenant, je vais un peu descendre d'un cran au niveau du numérique. C'est-à-dire que, ok, on parle de jumeaux numériques, on parle de maquettes, mais on va plus rester sur l'aspect géométrique, donc plus mon métier à moi de maquette pure, on va dire. C'est très utilisé pour tout ce qui est maintenance.
Donc je ne parle pas de maintenance prédictive, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. C'est voilà, de préparer des travaux quand on doit changer n'importe quoi, un échangeur, une ligne de tuyauterie. Ça va d'abord être simulé sur une maquette, mais c'est vraiment au sens ingénierie et au sens travaux, quoi. Voilà. Après, qui dit travaux dit terrain, c'est un petit peu la partie droite que j'avais tout à l'heure dans mes 4 directions là, de mon jumeau numérique. C'est dire vraiment la relation avec le site, avec la salle de commande, avec les intervenants sur place. C'est de dire comment on va cibler les interventions, quoi. On va aller travailler ici, on va aller travailler là. Et ça, c'est quand le jumeau numérique est assez abouti, parce que c'est quand même quelque chose, de mon point de vue, mes 2 confrères qui parleront après me donneront leur avis, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en place, c'est d'avoir un jumeau numérique où on a déjà la maintenance prédictive incluse. Air Liquide l'a bien fait, il y a quelques années déjà, c'est un gros projet, ça fonctionne je crois assez bien. Maintenant, moi ce que je vois quand même sur les sites, que ça soit même nucléaire, chimique, pétrochimique, la maintenance prédictive, on y vient doucement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de data et il y a beaucoup d'algorithmique derrière. Voilà. Voilà, on peut changer de slide. La maquette 3D, j'espère que j'arrive à la fin, il faut quand même que je laisse parler mes confrères là. Un exemple de ce que je disais tout à l'heure, on va prévoir des travaux. Ici, vous voyez donc un relevé avec différentes couleurs, hein, qui sont les différents calques et les différents corps de métier, de la charpente, des équipements, de la tuyauterie. Et en rose fluo, c'est le projet. Avant de monter un projet dans une usine, quel qu'il soit, hein, que ce soit une modification, une augmentation de capacité, on va en fait simuler sur la maquette numérique le montage, le nouveau procédé, puis le piping et tout ce qui va avec. Et par exemple ici, on le voit dans le petit nuage, on se rend compte que tel qu'il a été conçu, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir démonter le calorifuge qu'on a sur la tuyauterie qu'on voit en cyan là devant, ou dévoyer le procédé qu'on a en rose fuchsia, le mettre ailleurs, parce que là, de toute façon, on voit bien que ça ne se montrera pas. Donc voilà, le but de toutes ces choses-là, c'est vraiment de se dire, on veut aller, entre guillemets, au nominal. Moins il y a de surprises, meilleurs seront les délais et meilleur sera le retour sur investissement. C'est vraiment le jumeau numérique, de mon point de vue, il est vraiment là pour ça, gagner du temps et de l'argent, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est le même exemple, mais en vue en coupe, où on voit les 2 bonhommes, on voyait les routings de tuyauterie, et c'est grâce au jumeau numérique qu'ils ont pu dire, ben voilà, là, on va tirer direct au but. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette première partie introductive qui présente la grande image de ce que sont les Digital Twins et une première utilisation. Et maintenant, je laisse la parole à l'intervenant suivant pour nous parler de ce qu'il avait envie aujourd'hui de nous présenter. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Pascal Dubuis, je suis le fondateur et le président d'Inoprod. Donc, très rapidement, Inoprod, on est une société d'ingénierie. Depuis maintenant 10 ans, on intervient dans à peu près tous les secteurs industriels, que ce soit automobile, aéronautique, énergie et d'autres. Et vraiment dans un objectif d'optimiser ces systèmes de production, de les rendre plus performants. Et on est passé d'outils ou de technologies qu'on pourrait dire statiques à des outils de simulation dynamique. Et depuis maintenant 3-4 ans, effectivement, à cette notion de jumeau numérique. Donc le jumeau numérique, c'est quoi? On en a déjà eu effectivement une première approche. Donc moi, je vais vous livrer l'approche que l'on a depuis maintenant à peu près 3-4 ans et qui se développe de plus en plus. Pour nous, c'est une réplique numérique, effectivement, dans un environnement, mais de données cette fois-ci réalistes. Et qui reproduit le comportement de son homologue réel de manière la plus fidèle possible. Donc, je vais essayer de vous imager un petit peu tout ça, ce que l'on fait au sein d'Inoprod sur cet aspect jumeau numérique. Et puis, je vous ai mis là un petit peu ce digital twin. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? D'où ça vient, c'est notamment des aspects numériques, simulation,
avec des données. Alors au début, nous, c'était principalement des données d'études. Alors qu'on parle de données d'études, quand un industriel souhaite développer une nouvelle chaîne de production, un nouveau site de production, on est plutôt sur du prospectif et sur de l'étude. Et donc, on n'a pas de données forcément terrain. Et puis, on a ce qu'on appelle l'ingénierie traditionnelle qui vont permettre de construire ce modèle. Et maintenant, on passe sur des nouveaux modèles en utilisant des aspects d'intelligence artificielle, de machine learning, qui vont nous permettre notamment d'optimiser, de généraliser, créer de manière automatique ces modèles numériques. Et donc, ce digital twin, c'est ce lien avec tous ces éléments et principalement des données du terrain qui vont faire cette coexistence entre le monde réel et le monde purement numérique. Si on peut passer au slide suivant. Merci. Donc, au sein d'InnoProd, comme je le disais, on vient principalement du secteur industriel, mais on en fait pour certains secteurs aussi liés à la mécanique, la fluidique, le secteur de la santé et puis le BIM. Donc le BIM, c'est tout ce qui est autour du bâtiment tel que Stéphane Hopp nous l'a présenté tout à l'heure. Mais nous, notre grande partie, c'est plutôt ces secteurs industriels. Si on peut passer au slide suivant. Donc effectivement, jusqu'à présent, avec ces outils de simulation, on était capable globalement d'anticiper, donc de prévoir une organisation industrielle, mais basée plutôt sur des données d'études. Et puis sont arrivés deux autres sujets, mais comment je peux optimiser? Donc oui, on peut optimiser un existant en prenant des données du terrain, des données existantes, et donc ça va nous permettre justement de définir là où sont ce que l'on appelle sur une chaîne de production les goulots d'étranglement, c'est-à-dire là où le système peut potentiellement bloquer et empêcher d'être plus performant, notamment. Mais la question est venue d'industriels, ok, ça c'est très bien, mais on le fait à un instant T. Mais comment je pourrais faire ça en fait de manière répétée, tout simplement parce que mes plans de production changent, parce que le besoin des clients change, donc je dois continuellement en fait m'adapter. Et c'est là où la notion du jumeau numérique est arrivée sur le fait que ces études, en fait, il faudrait être capable de les mener presque tous les jours. Voilà. Et là, un troisième terme est arrivé. Et si j'utilisais ces outils, ce jumeau numérique, pour piloter en fait mon système de production. Et c'est là où, avec pour nous ces trois termes, on obtient un jumeau numérique qui va nous permettre, notamment pour certains de nos clients, faire du prospectif, mais à des échelles de temps complètement différentes. On va avoir les équipes de production qui vont utiliser ce jumeau numérique sur une échelle de temps assez courte, simulée sur une semaine, maxi un mois, tout simplement parce que il est arrivé un événement particulier. Cet événement particulier peut être, on a une machine qui est en panne, on a une nouvelle commande urgente, ok, et qu'est-ce que je dois faire? Donc le qu'est-ce que je dois faire avant, c'était principalement, on va dire, les experts qui devaient répondre et qui disaient, oui, par habitude, on fait plutôt comme ça, comme ça. Là, le jumeau numérique va permettre de tester des solutions et de chercher la meilleure par rapport à la problématique donnée. Donc ça aussi bien sur une problématique très courte, une semaine, on peut aller sur des problématiques en général un peu plus longues, un an. Donc là, on va simuler sur un peu plus longtemps, où là, l'idée, c'est toujours avec des données terrain d'une part, un état du terrain et puis du prospectif, qui va être par exemple mon forecast de l'an prochain, c'est-à-dire les commandes prévisionnelles que l'on prévoit, c'est plutôt ça. Et ok, comment mon système de production va pouvoir s'adapter à ces nouvelles problématiques? Et puis en général, le troisième temps, c'est le temps le plus long qu'on peut avoir sur un système de production classique, c'est à peu près entre 3 et 5 ans, où là, on se dit, ok, moi je veux faire des investissements et je veux m'assurer que je vais bien avoir mon retour sur investissement. Sur ce slide, ce que l'on voit, de la même manière, alors je ne sais pas si vous pouvez lancer la petite vidéo qui est sur la partie droite. Ouais, voilà, comme ça, ça a bougé un petit peu. Donc ça vous montre un petit peu ce qu'on... Si ça part, non?
Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est juste une image. Normalement, ça bouge beaucoup. Mais juste pour revenir dessus, de la même manière, on va être capable de gérer aussi bien un process, une ligne de production, une usine complète. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, nous, des jumeaux numériques qui représentent une, voire même plusieurs usines connectées entre elles, et de faire du décisionnel sur chacun de ces systèmes ou sous-systèmes. Voilà. Comme je le disais, ça permet de tester des solutions, en fait, sans mettre en danger le système réel. Je peux vous donner un exemple. Typiquement, Renault utilise ce type de système en fait, de manière à limiter les arrêts en production quand ils font du changement de véhicule. Avant, quand on changeait les véhicules, il fallait reprogrammer les robots, retester, etc. Ça, on le fait de manière purement virtuelle maintenant. On a les maquettes numériques telles que ça vous a été présenté en 3D. Et en fait, on va programmer les robots virtuellement. Ça va sortir directement le code du robot. Et en fait, on va faire une grande partie de la validation de manière purement numérique. Pendant ce temps, en fait, on n'arrête pas le système de production. Si on peut passer au slide. Comme ça a été expliqué, en fait, le Digital Twin, ça vit dans un écosystème avec énormément de données. Et une des problématiques, c'est la qualité des données, mais je pense qu'on reviendra tout à l'heure dessus. Et puis, toutes les problématiques de connexion que l'on peut avoir. Nos Digital Twins, aujourd'hui, ils sont au milieu d'un système qui, d'un côté, on va avoir tout le système de production avec des aspects IoT qui vont remonter de la data vers des systèmes type MES. Et puis, de l'autre côté, on a toutes les données liées effectivement à la société, donc que ce soit le prévisionnel de commandes, les aspects de planification. Et toutes ces datas, on va plutôt les retrouver dans des ERP. Et donc, nous, on va se connecter un petit peu au milieu de tout ça pour, d'un côté, récupérer des données pour faire du prospectif, et puis de l'autre côté, être capable d'emmener, de récupérer aussi un état et l'état de la production. Dernier slide. Voilà. Le Digital Twin, derrière, il y a aussi un cycle de vie, et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que concevoir un Digital Twin, certes, ça prend du temps, mais en fait, le système, il ne peut pas s'arrêter à ça. Tout simplement parce que le système de production, il est à peu près sûr qu'il va évoluer. On va rajouter des machines, on va changer, etc. Donc, il faut mettre à jour ce Digital Twin. Et ça signifie que, quelque part, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de se construire pour faire ce que l'on appelle de la mise à jour de ces Digital Twins. Et puis le MCO, donc le maintien en condition opérationnelle, qui est un terme qui vient d'un autre secteur, effectivement, c'est cet aspect maintenance pour que ce Digital Twin puisse, dans le temps, constamment apporter des nouvelles réponses et répondre à tous ces scénarios de simulation qu'on attend. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous présenter de notre vision et de nos travaux autour du jumeau numérique chez Innoprod. D'accord, merci magnifique pour cette présentation de l'écosystème des Digital Twins. Et maintenant, peut-être un exemple concret avec une expérience personnelle de Monsieur Anthony Ruiz qui va nous parler de son entreprise. Monsieur Ruiz, la parole est à vous. Oui, bonjour, écoutez, merci à Pascal et Stéphane pour ces explications et cette entrée en matière. Effectivement, je me retrouve beaucoup dans ce qui a été présenté. Je vais vous laisser passer peut-être à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, moi, que vous vouliez remarquer, il y avait une vidéo là. Est-ce qu'on monte peut-être la vidéo de Pascal? Si vous voulez, on peut le... Non, ouais, on a le temps. Vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Ok, comme vous voulez. Bon, donc, la philo, elle est de se dire, effectivement, on a vu la visualisation 3D et les jumeaux documentaires. En gros, voilà, on resynthétise.
derrière, on a vu effectivement tout ce qui pouvait être fait essentiellement au niveau. Alors je suis désolé, je globalise un peu au niveau de l'industrie manufacturière. Et donc, on se retrouve un peu comme si on était dans un jeu vidéo, en fait. Hein. Si on reprend, les jeux vidéo, c'est un petit peu ce qu'on a, hein, où on est capable de visualiser finalement à l'écran ce qui est réel, sauf que cette fois-ci, c'est réel. Nous, notre métier chez Inevo, c'est d'aller dans les métiers qui mettent en œuvre des liquides, des poudres et des gaz, donc dans les métiers de la chimie. Et donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces équipements. Donc, vous voyez, quand on voit les réacteurs, bah, finalement, oui, c'est extrêmement important d'être capable de modéliser ces réacteurs, de modéliser l'ensemble, et ça, c'est vraiment clé. En même temps, nous, notre job, chez Inevo, c'est de modéliser ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va dans la science, dans la chimie, dans la physique, dans tous ces éléments qui sont parfois assez inconnus, difficiles à palper. Et en fait, on va essayer de faire au mieux pour pouvoir aider nos industriels, parce qu'en fait, c'est pareil, hein, les industriels, quand ils ne voient pas forcément ce qui se passe dans le tuyau, voilà, je travaillais plusieurs années dans les usines. On voit les tuyaux, mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors, effectivement, on a les outils de mesure qui permettent de savoir un petit peu ce qui s'y passe, mais se le représenter, c'est toujours compliqué. Donc, ces usines, elles tournent. Hein. Elles n'avaient pas besoin de jumeaux numériques pour tourner. Hein. Donc, généralement, la patte de l'expert, elle permet à ces industriels de faire des projets. Bon, alors, forcément, du mieux qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, les outils digitaux, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont pas, on va pas être dans le fait de dire c'est parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qu'il y aura moins d'emplois. Hein, on n'est pas sur ces questions-là. Hein. En fait, au final, je pense que c'est encore plus compliqué de développer ces outils-là. Et en fait, il y a plein de nouveaux emplois qui sont créés autour de ces savoir-faire-là. Mais surtout, en fait, on permet à ces usines d'être plus compétitives. Alors, ça va apporter un point essentiel parce que d'un point de vue global, si on veut pouvoir être compétitif par rapport aux pays asiatiques, il va falloir que nos usines soient les plus pointues aujourd'hui. Et en fait, on est très en avance en Europe, et notamment en France, sur ces savoir-faire. Alors effectivement, hein, des concurrents étrangers qui sont très bons, mais en France, vraiment, on a un savoir-faire, on a une ingéniosité, on a des jeunes qui sont à la pointe et qui vont permettre. Alors là, je vois que ça coupe un peu. Est-ce que ça a coupé ou est-ce que vous avez entendu? On vous entend très bien. Ok, Pas de très bien. problème, ça marche bien. Ok, parfait. Donc voilà. Donc du coup, ces digital twins, ils vont énormément apporter à l'industrie. Alors nous, on travaille sur deux types de jumeaux. Les jumeaux, on parle en état stationnaire, et les jumeaux, dont on parle en jumeaux dynamiques. Voilà. Alors, ils ne vont pas apporter les mêmes choses. Voilà. Les jumeaux en état stationnaire, ils permettent de détecter des écarts de fonctionnement entre le réel et le modèle. Parce qu'en fait, ça sert à quoi d'avoir un jumeau numérique? Ça permet de se dire, qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce qui déconne dans l'usine? Donc, si on est capable de modéliser ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux, on est capable de définir, de dire, tiens, ben, mon produit devrait être à 50 degrés et capteur, il donne 60. C'est quoi le problème? Et là, on commence à avoir un intérêt à avoir des jumeaux numériques sur la prod. Ah, on a perdu, voilà. Et donc, cette détection des écarts, elle est hyper importante. Elle va permettre de pouvoir améliorer le fonctionnement général. Je suis d'accord avec Pascal qui effectivement identifie les boulots, voilà, et faire des analyses statistiques. Donc là, on est plutôt sur le post-traitement. Voilà, on a produit, ça fait 3 ans qu'on produit. On va utiliser les données. Où est mon golden batch, mon meilleur prod? Où est-ce que je suis? Et dans quelles conditions est-ce qu'il faut que je produise pour être le plus efficace possible? Voilà. Ça va nous permettre d'avoir ce type d'information. Derrière, effectivement, le MCO, les meilleures conditions opérationnelles, voilà, s'adapter. Et effectivement, le prédictif, ce machine learning, et le prédictif, il est soit par rapport à la maintenance, c'est-à-dire définir quand est-ce qu'il faut remplacer les freins sur la voiture, d'accord. Donc en gros, aujourd'hui, quand on connaît une voiture, au bout d'un moment, on dit là, il faut remplacer les plaquettes. Alors, soit c'est parce qu'il y a un timer qui a dit vous avez freiné suffisamment longtemps. Alors sur les plaquettes, c'est plutôt l'épaisseur qui détermine qu'on a atteint la limite, d'accord. Si on prend les cartouches Brita où on fait le timer où il faut changer la cartouche, en fait là c'est un timer.
Voilà, il dit tous les mois, en fait, il faut changer. Bon, eh bien, là, le système, aujourd'hui, on rentre dans des systèmes qui vont nous permettre, donc, dans la maintenance, de dire, on sait qu'il faut changer à partir du moment où on détecte des problèmes, on détecte des anomalies. Donc, en gros, soit on change les pièces de rechange à un rythme régulier. Voilà, donc ça, c'est de la maintenance, ça coupe un petit peu, la maintenance standard. Soit on est sur la maintenance où on va détecter l'anomalie, mais également, maintenant, on va être capable de faire la qualité prédictive. Donc là, aujourd'hui, la qualité prédictive, c'est ce qu'on va aborder juste après. C'est se dire, mon produit, aujourd'hui, il sort bien, il est bon. J'ai un capteur, OK. Généralement, la mesure, alors on va peut-être passer à la slide suivante. Ouais, voilà, merci. Donc, on a des capteurs qui permettent d'acquérir des informations, donc des capteurs simples, et puis on a ce qu'on appelle des analyseurs. Voilà. Les analyseurs, c'est généralement ce qu'on mesure au labo, parce qu'en fait, quand on produit un produit en usine, on va définir si sa qualité est bonne, généralement, au laboratoire. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a beaucoup de R&D qui se déroulent pour mettre les mesures de laboratoire sur la ligne de prod. Alors, un capteur au laboratoire, ça peut coûter 20 000, 30 000, 100 000 euros. Alors, quand on le met en ligne, ben, là, il vaut 250 000 euros. Donc, ça vaut, c'est juste pour se donner une idée, sachant qu'un capteur de température, ben, une mesure de température qu'on achète à la pharmacie, on sait combien ça coûte. Quand c'est dans une usine, en gros, ça coûte 10 000 euros de mettre une mesure de température sur une installation. Une seule. Voilà. Sachant que le capteur par lui-même, il coûte entre 500 et 2000 euros. Enfin, mais en fait, il faut mettre les tuyaux, il faut mettre les câbles, il faut mettre tout le système qui va autour. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand on met de l'analyse en ligne, il faut vraiment avoir un intérêt pour mettre un capteur d'analyse en ligne qui vaut 250 000 euros, voire 300 000 euros sur sa capacité de prod, alors qu'en fait, on a le labo qui est capable de nous donner 3 heures après la mesure. Donc, si c'est juste pour avoir la qualité du produit au moment où il sort de l'usine, ça ne sert à rien. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser le machine learning pour aller faire du prédictif. C'est-à-dire à partir du moment où on a cette mesure qui est mesurée en continu, à ce moment-là, on est capable de dire, moi, ma qualité, dans 3 heures, elle va sortir des lots. Et c'est ça qui est important, parce que si jamais on a cette capacité à réagir au niveau prédictif, eh ben, on est capable de corriger et du coup de ne pas avoir de produit qui soit de mauvaise qualité. Donc pour ça, il faut avoir une IA qui fonctionne bien. Et ce que Stéphane, je suis assez d'accord, il y a un bon moment, ça ne marchait pas forcément bien. Pour une première raison, c'est que la qualité des données, on en parlait tout à l'heure, elle est parfois difficile à assurer. Alors, si on a déjà un jumeau numérique qui permet de suivre le fonctionnement de ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux, qui permet de dire quand on a un capteur qui déconne, eh bien déjà, on améliore la qualité des données. Après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les mesures, on a parfois des mesures qui sont faites toutes les secondes, d'autres qui sont faites toutes les millisecondes, certaines qui sont faites toutes les minutes, certaines toutes les heures, et certaines même toutes les 8 heures, notamment celles qui viennent du labo. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à partir du moment, si on veut faire de l'analyse statistique, pour ceux qui en ont fait un petit peu, si jamais on veut faire de l'analyse statistique multivariée, ben, il faut avoir des données sur les mêmes pas temporelles. C'est-à-dire que on peut pas, le fait d'avoir toutes les minutes, toutes les heures, toutes les 8 heures, ça pose problème. Il faut être capable d'avoir des infos tout le temps. Sinon, on est obligé de se mettre sur la base des 8 heures. À ce moment-là, si on fait de la stat sur ce qui se passe toutes les 8 heures, on loupe tout ce qui se passe entre deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, la partie données, elle est hyper importante. Et aujourd'hui, ce qui est important, si on veut pouvoir les utiliser, il faut que ça soit automatique. Parce que vous avez vu dans l'usine qu'on a vu tout à l'heure sur le slide de Stéphane, le nombre de capteurs dans une usine est gigantesque. Donc, si jamais on n'est pas capable de faire en automatique ces préparations de données, bah, autant vous dire, derrière, on ne peut pas faire d'IA. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Voilà, on fait partie et on développe ces outils-là. Alors, j'ai presque fini, puis après, j'irai très vite sur les slides suivants, je vous rassure. Je préfère qu'on revienne sur la slide précédente. Merci. Donc, on reste sur l'enrichissement, on reste sur cette partie-là. Et derrière, on a la partie enrichissement des données. Donc, l'enrichissement des données, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, une fois qu'on les a sur le même pas temporel, c'est très bien. Mais quand on mesure une température, c'est assez facile de se rendre compte de ce qu'on mesure. Quand on mesure un débit dans un tuyau, en fait, ça ne nous explique pas pourquoi on n'arrive pas à fournir le débit qu'on veut.
En gros, quand vous êtes dans le jardin et qu'on a un grand tuyau d'arrosage, qu'on met à fond le tuyau d'arrosage et que ça ne sort pas, si on met un tuyau d'arrosage plus court, ça sort, c'est ce qu'on appelle une perte de charge. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir le débit. Enfin si, c'est une information. Ce qui est important, c'est d'avoir la vitesse. Parce que c'est la vitesse qui donne une information sur la raison pour laquelle on n'a pas de débit. Donc, ce qui est important, c'est de se baser sur des informations qui sont scientifiquement compréhensibles. Et du coup, nous, notre job chez Inevo, c'est de créer des blocs de calcul qui permettent de transformer l'information brute en information scientifique, compréhensible derrière par une IA qui va pouvoir travailler sur ces données et donc donner un sens aux choses. Voilà, donc, on peut passer à la slide suivante, parce que le stockage, c'est pas la peine. On a exemple là d'un cristallisoir. En gros, si on utilise de la machine dans les machines à laver, si on utilise de la lessive en poudre, souvent elle va être produite dans ce type d'équipement. En fait, on a beaucoup de poudre qui tourne à l'intérieur. Voilà, c'est un équipement qui est assez compliqué. Et nous, on va créer du coup des jumeaux numériques des équipements, mais de ce qui se passe à l'intérieur de l'équipement. Voilà. Et ça demande effectivement d'avoir un autre type de calcul. Vous voyez, on va un peu plus loin, on pousse le bouchon un peu plus loin pour pouvoir essayer d'avoir des impacts et en fait aider l'industriel à faire les bons choix. Alors, on va passer au slide suivant. Voilà, donc un truc qui est important à savoir, c'est que tant qu'on construit de la donnée, tant qu'on fait de la mesure, du stockage, du préparation de données, on dépense de l'argent. Donc tout ça, ça coûte. L'industriel ne va pas investir si ça ne lui rapporte pas. Voilà, donc on le disait tout à l'heure, ça va lui apporter plusieurs manières de faire que ça lui rapporte de l'argent. C'est d'avoir des opérateurs qui ont les bonnes informations en live, et donc ça revient à ce que disaient Stéphane et Pascal, c'est qu'effectivement, il faut avoir des tableaux de bord, des choses qui soient compréhensibles par les opérateurs et qui leur permettent de réagir plus vite que s'ils ne les avaient pas. Deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire l'analyse qu'on appelle post-traitement, détection d'anomalies, des conditions opératoires optimales, l'explicabilité des phénomènes, comprendre pourquoi ça a déconné, pour comprendre pourquoi il y avait un accident. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et du coup, pour aider au diagnostic, parce qu'en fait, ce qui coûte de l'argent, c'est quand elle s'arrête, et surtout quand elle s'arrête alors que ce n'était pas prévu. Parce qu'un arrêt prévu, tout va bien. Ce qui ne va pas, c'est quand on est sur un arrêt qui n'est pas prévu. Parce que là... En fait, quand on arrête l'usine, en fait, on fait plein de choses en même temps. On prévoit de remplacer tout un tas d'équipements et en fait, c'est organisé et finalement, ça rentre dans le fonctionnement habituel. Quand l'usine s'arrête alors que ce n'est pas prévu, ça peut coûter des centaines de milliers d'euros à l'heure. Voilà. Donc, c'est juste pour se rendre compte de l'impact financier d'un arrêt. Voilà. Et donc, d'où l'objectif de rajouter du machine learning pour avoir des modèles prédictifs. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui sont capables, ce qu'on appelle les Advanced Process Control, donc qui sont capables d'optimiser le fonctionnement en live. En gros, c'est comme si on était dans une Tesla et qu'elle conduit sur la route. Elle va optimiser, elle va pouvoir faire les choses à notre place. Sauf que ça, c'est très bien, sauf qu'à des moments, elle s'arrête. La Tesla, elle vous rend le volant de temps en temps. Et moins vous avez l'habitude de conduire, moins bien vous conduisez. Et bien l'usine, c'est pareil. Si elle fonctionne en continu toute seule, le moment où ça s'arrête, et ça s'arrête souvent, l'automatisme, les opérateurs, ils n'ont plus l'habitude. Donc effectivement, on a besoin de former les opérateurs en amont du lancement, du démarrage de l'usine, mais en fait, on a besoin de les former en continu. Et c'est pour ça que les travaux qui sont faits avec TPLM 3D sur les jumeaux numériques et d'avoir de l'information, ça permet, et les jumeaux dynamiques sont nécessaires, ça permet en fait d'avoir le jeu vidéo de l'usine qui tourne en continu et de s'adapter aux conditions optimales de l'usine. Parce qu'en fait, on va essayer de coller toujours au fait qu'elle fonctionne régulièrement. Si jamais on n'a pas ces outils-là, l'opérateur, s'il a connu l'installation pendant 15 ans, il va se remettre dans les conditions qui marchaient bien il y a 15 ans, qui sont très loin de celles qui marchent aujourd'hui. Donc du coup, alors ça fait des cascades, c'est super difficile à redémarrer. Et l'APC, généralement, il a du mal à redémarrer. Voilà. Si on a quelqu'un qui, en plus, n'a pas 15 ans d'expérience, autant vous dire que l'usine, elle s'arrête en fait.
Donc, du coup, c'est très très bien d'avoir des automatismes. Mais si on ne prévoit pas les outils de formation en live, en parallèle, ça ne sert à rien. Donc là, je pense que j'ai quasi terminé. J'ai une petite visualisation très simple. On va passer celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle le golden batch. Hein. Voilà. On essaye de définir quand est-ce que ça marchait le mieux. Voilà. Et aujourd'hui, les outils sont capables de dire et de conseiller, et du coup même de dire combien est-ce qu'on va gagner si on est dans les bonnes zones de fonctionnement. On va passer à la slide suivante. Oui, on peut encore passer également. Alors, voilà, ici, très bien. Et si on voit, j'avais vu la question tout à l'heure par rapport au BIM, et ben dans les jumeaux numériques, aujourd'hui, le principal langage utilisé, et n'importe qui peut se former, il n'est pas très compliqué, c'est le code Python. Voilà, aujourd'hui, en intelligence artificielle, on code tout en Python. J'ai le fils d'un copain qui a 9 ans, je crois, il commence déjà à faire du Python, donc c'est pas compliqué. Ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et donc là, on a l'exemple d'un fonctionnement qu'on a avec Orano. Hein, donc Orano qui font du retraitement des usines, de l'uranium. Et en fait, aujourd'hui, ils sont capables de prédire, et donc on voit en jaune, les données qui risquent de se passer. Voilà ce qui risque de se passer dans les minutes ou dans les heures qui suivent. Voilà donc l'intérêt d'avoir du prédictif. On va passer à la slide. Voilà, on peut la passer celle-ci aussi. Je vais rendre la parole et maintenant les questions. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation très très intéressante, tout à fait globale, mais qui rentre aussi dans les petits détails des Digital Twins. Et voilà, on va pouvoir passer aux questions et aborder différents points et avec les questions du public. Donc, dans le chat, j'ai vu là une question de Florence qui demandait s'il y avait un outil dominant pour permettre de réaliser ces maquettes. Donc, il y a le langage de base, donc Python. Et est-ce qu'il y a des outils comme par exemple, je ne sais pas, je connais par exemple SolidWorks, est-ce que ça en fait partie ou pas du tout? Écoutez, si je peux répondre, au niveau SolidWorks, on va dire que c'est issu de la mécanique, donc des mécaniciens, des gens de la manufacture. L'usine, je pense comme, nous montrait Pascal tout à l'heure avec du convoyage, ils sont très probablement, sous SolidWorks. Des gens, pour qui travaille Anthony, de mon point de vue, vont être, sur de l'AutoCAD, sur du MicroStation, sur des choses comme E3D. Donc, pour répondre à la question d'Hervé, quelque chose qui domine, je pense, ça dépend vraiment. J'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Ça dépend vraiment des us et coutumes et des métiers du client. Voilà. En fait, si je peux me permettre, Pierre Dalzotto, je suis coordinateur de la Chardoz pour ceux qui m'ont pas vu. Il y a plusieurs niveaux de réponse à la question. Un niveau que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait de dire que Python a été mentionné sur la brique, on va dire, programmation, algorithmie, machine learning, etc. Là, on vient de mentionner des outils de conception assistée par ordinateur, de manipulation 3D, de test de force, etc. Et on aurait pu rajouter éventuellement des réseaux de type Sigfox, LoRa, potentiellement la 5G. La grande nouveauté du jumeau numérique, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'intégration dans un environnement simulé d'une énorme quantité de données issues d'outils différents, etc. Donc, il y a peut-être du travail à faire au niveau de ce qu'on va appeler des middleware, qui vont permettre à tout ça de fonctionner ensemble. Mais c'est vraiment une synthèse de différentes sources et de différents outils qui permettent d'avoir une vision d'un truc réel dans un environnement simulé. Absolument. Oui, alors je pense que en fait chaque métier, on est sur des systèmes aujourd'hui qui sont complexes. Chaque métier a ses outils. Globalisé, ça va être compliqué. Par contre, aujourd'hui, ils travaillent de plus en plus main dans la main. Donc, on voit par exemple, nous, on utilise Aspen, qui est un logiciel de simulation et de modélisation de ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux. En gros, c'est ce qu'on appelle le bilan des entrées-sorties d'usine en termes liquides, voilà, liquide, poudre ou gaz. Ça y est, maintenant, ils sont reliés avec ce qu'on appelle des systèmes de contrôle-commande. Donc, c'est
en gros, ce que va utiliser l'opérateur pour ouvrir et fermer les vannes. Voilà. Donc, il y a ces interconnexions qui se font de plus en plus. Voilà. Mais je pense qu'on rêve tous d'avoir un PC qui se mette à jour tout seul. On n'est pas encore. Ça va prendre encore un peu de temps. Voilà. Je ne sais pas, Pascal, ce que vous en pensez. Oui, c'est exactement ça, hein. Je pense que la notion du jumeau numérique, je pense on est encore au balbutiement, hein, mais c'est effectivement c'est d'arriver à créer des liens entre des systèmes qui étaient déjà puissants, hein, que ce soit sur des aspects de conception, de contrôle commande, etc. Mais pour le moment, ils ne se parlaient pas. Et là, en fait, on cherche à les faire parler ensemble et à créer ces liens. Et effectivement, une des problématiques, hormis le fait d'arriver à créer le lien lui-même, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est qu'il faut que les datas, entre elles, elles se recoupent. Et ça, aujourd'hui, c'est, à mon avis, un des plus gros sujets. Et dans ce qu'a expliqué Anthony tout à l'heure, j'allais presque dire que lui, il a de la chance. Parce que lui, il récupère des datas qui viennent de capteurs. Et ça, c'est bien parce que c'est quasiment automatique. Dans les nôtres, on récupère effectivement des données qui viennent du système de production, donc de capteurs, mais aussi d'humains. Et le problème, c'est que l'humain, ces datas, elles ne sont pas toujours fiables, ne serait-ce que sur le formatage. Et le formatage devient un vrai souci parce que, comme l'expliquait aussi Anthony, des fois, tout s'arrête. Et tout peut s'arrêter parce que juste la data n'est pas bonne, en fait. Et ça, c'est un des vrais sujets aujourd'hui, quelque part qui n'a pas été anticipé. Dans ce que je présentais tout à l'heure, quand on parle des ERP, etc., on a mis en place ces outils et effectivement, on rentre beaucoup de data et de manière manuelle encore aujourd'hui, mais parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on allait en faire. Donc, on a plein de data dont on ne savait pas réellement à quoi ça pouvait servir. Maintenant, on sait. La problématique, c'est que les datas ne sont pas bonnes. Alors, c'est aussi plutôt une bonne chose pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de nouveaux métiers de data scientist, de data analyst qui sont en train d'arriver et c'est sûr qu'il y a des centaines, voire des milliers de jobs qui vont se créer dans les années à venir dans l'industrie parce qu'on a besoin de personnes pour gérer toutes ces datas. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Et je crois que Nathan lève la main, une question peut-être. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que l'utilisation des digital twins ne fait pas peser un risque en termes de cybersécurité sur les informations confidentielles des entreprises? Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être révélées par le biais des digital twins? Alors, je ne pense pas que le digital twins par lui-même soit la source de la fuite. Ça dépend. Aujourd'hui, dans tous les cas, les industriels ne les utiliseront pas s'ils n'ont pas la certitude, s'ils n'ont pas une bonne certitude du niveau de sécurité. Voilà. Après, ça dépend du niveau de risque que sont prêts à prendre ces industriels. Peut-être qu'il y en a certains qui seront un peu plus olé olé, pour lesquels ils auront ces risques. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus risqué d'avoir son propre serveur dans son usine que d'avoir un serveur géré par une société qui est formée à la cybersécurité en cloud. Voilà. On a beaucoup plus d'attaques, de cyberattaques sur un site qui perdent toutes leurs données plutôt que si c'était dans le cloud. Voilà. Donc pour nous, il y a moins de risques au cloud et la plupart des industriels le font. Alors maintenant, ils ont des clouds privés. Voilà. La plupart du temps, mettre leur cloud privé. Mais l'espionnage industriel a toujours existé. Voilà. Il y a peut-être un peu plus de risques, mais voilà, ça se maîtrise. Voilà. Merci beaucoup. Disons, moi, si je me permets, le risque, c'est effectivement si quelqu'un de malveillant tombe dessus, là, c'est la poule aux œufs d'or, parce que là, il y a beaucoup d'infos. Comme c'est un jumeau, justement. Oui, alors là-dessus, par exemple, sur les données, je suis d'accord, Stéphane, tu as tout à fait raison. Sur les données, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on a les données temporelles. Enfin, on a en fait la valeur plus l'heure, plus une clé
qui sont sur des serveurs. Mmh. Ensuite, on a un autre serveur qui est pour le calcul Ouais, et c'est un bien. dernier serveur C'est qui bien. donne la clé. Donc en fait, Mmh. il faut vraiment, ouais, franchement, je pense que, voilà, effectivement, il y aura toujours comment dire, des jusque-boutistes. Voilà. Ouais. Mais je pense que les systèmes aujourd'hui sont de plus en plus sûrs. Voilà. Mmh. Et en tous les cas, quand on voit comment dire, les plans des sous-marins français qui se sont retrouvés, qui sont retrouvés dans le cadre des projets australiens. Enfin, je veux dire, voilà, Mmh. je ne sais pas si le niveau de sécurité il est quand même pas plus important maintenant qu'on Mmh. est beaucoup plus pointu. Voilà. Tout à Après, fait. le risque est Malgré toujours. tout, je pense qu'il y a eu un vrai changement de comportement des industriels. Enfin, nous, on l'a vu au fil des dernières années, parce que tant que c'était de la simulation, quelque part, on était dans, voilà, il n'y a pas de réelle connexion avec le monde réel. Mmh. Et j'allais dire, certains de nos clients nous donnaient des données, on ne savait même pas les interpréter. La problématique, c'est que maintenant, quand on passe sur le monde réel, donc des vraies données prod terrain, ben là, l'analyse n'est plus la même. Hein. C'est-à-dire que la clé, nous, on l'a, eux, ils l'ont. Et effectivement, ça emmène ce que tu dis, Anthony, c'est-à-dire que ça doit emmener une réflexion aussi sur quel niveau de sécurité on doit mettre. Mmh. Parce que sinon, ça devient un outil extrêmement puissant pour celui qui le récupère, quoi. Et là, c'est là où il y a de nouveaux outils. Je suis désolé. En fait, des outils qui vont permettre. Nous, par exemple, on revend et on intègre une solution sur la gestion de données qui équipe maintenant une trentaine de sites industriels de manière internationale et qui est uniquement sur les données process. Voilà. Et justement, les liens sont en fait, ça va devenir probablement l'un des outils parce qu'il il grandit, voilà, il va à grande vitesse. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez pointu. Et d'un point de vue sécurité, il y a des tentatives. En gros, il y a des structures qui sont payées pour attaquer en continu. Voilà. Après, il y a quand même, il y a toujours des risques. Voilà, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, ça serait une hérésie. Zéro risque. J'ai une autre question, moi, ça m'intéresse pas mal ces éléments-là. On ne pourrait pas imaginer simplement je sais que Schneider est très actif, notamment sur les systèmes d'alimentation électrique, etc., pour on va dire les interconnecter et gérer ça de manière dynamique. On ne peut pas imaginer simplement des boîtiers de captation qui intègrent des outils de chiffrement nativement avant même d'envoyer les données. Ouais. Je ne sais pas si Anthony, tu peux répondre. J'ai pas le. Moi, je ne sais pas. Perso, je ne sais pas. Je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait jamais tout ce qui existe. Et alors, nous, toute notre difficulté est de savoir toutes les applications qui existent, faire la veille sur sur toute l'inventivité qui tourne autour de ce digital est compliqué en fait. Donc aujourd'hui, nous on s'appuie sur les pôles de compétitivité qui regroupent les startups qui essayent de faire ces veilles là. Les grands groupes sont hyper en avance en fait. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 5 groupes industriels, donc alors, ça c'est peut-être une centaine dans le monde, qui sont vachement en avance sur tous ces sujets-là. Voilà. Beaucoup plus en avance que tous les labos de recherche et encore plus en avance par rapport aux ETI ou industriels. Donc il y a vraiment une très grande différence pas de compétences, mais d'expérience entre les différents types d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est en train de remonter. Donc là, on en discutait ce matin avec Accelera, et effectivement, il nous disait, et Axel One également, le niveau de compétence des industriels dans ces domaines-là est en train de monter à vitesse grand V. Et heureusement, voilà, heureusement. Et du coup, j'en viens, alors on parle beaucoup de cloud souverain, donc je vais utiliser ce pseudo-argument pour revenir dessus. Il n'y a pas un risque, y compris géopolitique, au-delà d'un risque industriel, à voir
un ensemble, enfin une maîtrise d'un certain ensemble de technologies dans la main d'une quantité restreinte d'acteurs? C'est une question ouverte. Ouais. Je n'ai pas la réponse et je ne pense pas qu'on puisse l'avoir, mais Non, mais vous avez raison, hein. C'est sûr. Le problème, c'est que aujourd'hui, les grands groupes. Alors après, je suis désolé, je monopolise la parole. Je laisse les autres. Je compléterai Non, éventuellement. mais vas-y, écoute, Non, vas-y. c'est toi qui est peut-être le plus à même d'en parler. Hein. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça, vas-y. Hein. C'est intéressant. Vas-y, Pascal, vas-y. Enfin, pour le moment, nous, la vision qu'on en a, c'est que le chemin est encore très long et justement, on est encore très loin d'avoir correctement tout câblé et d'avoir quelque part une norme qui permet d'avoir une connexion entre tous ces différents systèmes qui constituent tous ces jumeaux numériques différents. Donc, je pense qu'on est encore très loin d'un quelconque monopole de l'un ou de l'autre pour le moment, quoi. Mais... Ouais, le problème principal qu'on observe, c'est quand on prend Schneider, Azure, Amazon, ok, ils ont leur data center, c'est une chose, mais en fait, c'est rien par rapport à toutes les briques technologiques qu'ils hébergent et qui donnent gratuitement, en fait, à toutes ces startups qui développent des outils qui font qu'ils sont en fait bloqués en plus derrière parce qu'ils ont développé des services qu'ils commercialisent et si jamais ils changent, et ben, chez l'autre, ils n'ont plus les mêmes services où il faut tout qu'ils redéveloppent. Donc oui, développer un cloud, mais pas que un cloud avec toute la R&D qui va derrière pour être capable de fournir le même niveau de service que donnent les Google, les compagnies qui dépensent des milliards depuis des dizaines, pas des dizaines d'années, mais ouais, si, au moins une dizaine d'années dans ces domaines-là, on est à la bourre. Hein. On est à la bourre, donc on a des champions hein, avec de ce système, avec peut-être des Thales, voilà, qui sont, voilà, qui, en fait, c'est con, on avait Bull, qui était au début là, qui s'est fait dépasser. Après, on s'est plaint parce que IBM avait vendu ses ordinateurs, mais en fait, on a oublié qu'ils ont gardé en fait tout ce qui était hyper important, qui était toute la partie serveur et gestion de serveur. Et en fait, aujourd'hui, les prédominants dans l'intelligence artificielle, c'est des IBM qui en plus ont des niveaux des rouages, on va dire des niveaux de réseau, hein, voilà, il y a de lobby qui sont hyper importants. Et en fait, c'est là où il faut qu'on fasse de la R&D. Donc, il y a énormément de projets de R&D européens qui sont lancés pour pouvoir essayer de constituer, essayer de petit à petit nous battre contre ça. Mais c'est un chantier gigantesque, gigantesque. Donc, il faudra y aller par briques. Voilà, il faudra y aller par briques. Et surtout, il ne faut pas se faire piller de nos savoir-faire. Et notamment pas laisser rentrer ces structures américaines ou autres, et notamment les laisser faire des POC sur nos usines parce qu'ils récupèrent tout. Et c'est là la perte de données, elle est plus là qu'ailleurs. Voilà. Donc les warnings, ils sont assez forts. Et il y a notamment de bonnes décisions qui ont été prises ces derniers temps par les pôles et par certains, avec justement le fait de faire confiance à des groupes français pour développer des outils d'IA extrêmement pointus. On voit tous les instituts d'IA qui se montent. On voit également au niveau de la région Rhône-Alpes le campus régional avec des projets d'IA. Voilà, il faut y croire. On a les cerveaux en France pour pouvoir faire du super job. Voilà, Atos, je vois Atos, Dassault, effectivement, hein, Thales. Voilà, spécifiquement sur les DT, Atos. Pire ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est pire. Ce qui est pire, c'est peut-être de laisser à l'étranger. Voilà. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on a quand même des règles en France. En tout cas, voilà, je pense que la conférence, malheureusement, est tellement intéressante, on est absorbé, mais arrive bientôt à sa fin. Donc, vous avez évoqué ces mots d'espoir qu'il fallait croire en ce que peut fournir la France en termes de cerveau, de compétences et essayer de développer ça.
Donc, si vous voulez, messieurs, je vous laisse le mot de la fin à tous les trois. S'il fallait résumer les Digital Twins pour les futures années, comment est-ce que vous pourriez le conclure? Moi, je veux juste ajouter ce que vous disiez tous les deux, c'est de dire oui, il y a des cerveaux pour l'IA, pour le cloud, pour essayer de rattraper les Américains. Je ne sais pas si ça sera possible, mais de tenir tête. Et je pense qu'il faut absolument faire ça pour garder les usines, parce que s'il n'y a plus d'usines, alors c'est un peu démagogique ce que je dis, mais s'il n'y a plus d'usines, c'est pas la peine de faire de la maintenance prédictive et de l'IA. Et je pense que les industriels qui produisent là tous les jours chez nous, à Lyon, dans la région Rhône-Alpes ou en France et en Navarre, ils attendent aussi que voilà, les cerveaux soient à la hauteur pour ouvrir de manière sereine ce futur qu'est le digital twin, quoi. Donc les deux sont très reliés, quoi, et les deux sont interdépendants. Et voilà, il y a eu ces vagues de délocalisation, ça relocalise un petit peu maintenant, mais ouais, sans industrie, on ferait rien, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, on est encore, alors pas au balbutiement du jumeau numérique, puisque là, ça commence à devenir quelque chose qu'on commence à voir à différents endroits. On a une vision, nous aussi, de l'Amérique du Nord, puisqu'on a une filiale basée là-bas. Ce que dit Anthony est tout à fait vrai d'un point de vue techno. Par contre, d'un point de vue industriel, malgré tout, on a encore une vraie force et on a pris une vraie avance sur ça. Très, très clairement, ils sont plutôt en retard. Alors, on voit Tesla, mais je peux vous assurer qu'en dehors de ces quelques pépites qu'ils ont un système productif qui est plutôt très ancien. Et donc là, ils ont un vrai gap à faire sur lequel je pense qu'on a une vraie carte à jouer en France sur notre système industriel, où là, les jumeaux numériques on peuvent avoir un vrai impact très clairement. Ça, c'est le premier point. Je pense que la deuxième conclusion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer grâce à ça dans l'industrie. L'industrie, ce n'est plus voilà, ce que j'allais dire, on a connu il y a 20 ans, 30 ans, avec de l'huile, etc. C'est fini tout ça. Donc venez dans l'industrie, c'est plutôt ce message-là, parce que, comme je le disais, on a besoin de gens pour gérer la data, et on en a besoin très rapidement, quoi. Roger ? Moi, oui, mais à quelle heure vous voulez manger? D'accord, eh bien. Je crois que c'est l'heure, c'est ça, c'est l'heure. Allez, là. Les micros n'ont pas été coupés, mais en tout cas, peut-être pour terminer, Alex Lawrence de 3DS nous dit que le système industriel des PME françaises n'est sans doute pas au meilleur niveau de digitalisation non plus, malheureusement. Moins qu'on le pense, quand même. Oui, je pense que effectivement, mais je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on a des gens qui sont appétents. Ça se passe très haut niveau, et en fait, quand il y a une impulsion étatique, honnêtement, ça pousse. Ils mettent de l'argent. Quand on voit le plan de relance qui est mis au niveau industriel, c'est énorme. Quand on sait qu'un emploi industriel, c'est 10 emplois, parce que quand tu as une usine déjà, elle exporte. Donc l'argent, il vient de l'étranger. D'accord ? Donc on enrichit le pays. La plupart du temps, on est en export. Ensuite, toutes les gens qui travaillent, il faut les faire vivre, il faut les nourrir, il faut les faire leur apporter de la culture. Enfin, qui est-ce qui paye tout ça ? En fait, il vient d'où à la base l'argent ? L'argent, il vient non pas des services, même si moi je suis une boîte de services et on rapporte de l'argent et je suis bien content d'en gagner et d'en redistribuer, mais l'argent, il vient de ce qu'on produit. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Et les jumeaux numériques, je pense qu'ils vont permettre justement de redonner envie aux industriels d'investir en France. Ça, c'est clé. Et en fait, je suis persuadé que oui, il y aura des difficultés, mais la bête n'est pas morte. Voilà. Et je pense qu'on a plein de choses extraordinaires à faire. Et en fait, nous, dans nos métiers, on s'éclate. Dans les usines, il y a plein de boulot. Dans les boîtes de service, aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Je veux dire, honnêtement, voilà, voilà, on a de la chance. Voilà. On a vraiment de la chance par rapport à d'autres secteurs qui sont vraiment dans la galère. Donc, on pense bien à eux. Mais voilà, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Tout ça.
Et merci à vous, pour les c'était échanges. Merci à vous tous. fort intéressant. Et Fanny, si tu veux terminer et Oui, clore je la voulais, réunion. oui, je voulais vous remercier ces 3 intervenants. C'était vraiment très intéressant. Je signale simplement que on forme beaucoup de jeunes hein, dans la data science et l'IA. On en forme aussi à GEM. Donc, si vous avez des stages à proposer, j'ai des étudiants qui en cherchent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Euh, donc, merci à tous. Et il y avait beaucoup de participants. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. Et je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine fois. Ça marche. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup de Merci à votre présence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au Bonsoir. Merci revoir à beaucoup. tous. Merci, au revoir. Le replay sera disponible aussi rapidement que possible sur le site de la chaire et de la recherche. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.